La fraîcheur matinale s'infiltrait à travers les pierres humides de Castle Rising. Une femme de 67 ans se tenait immobile près de la fenêtre, ses mains tremblantes agrippant le cadre en bois vermoulu. Ses yeux, autrefois brillants, comme des saphirs, semblaient désormais vides, perdus dans des visions qu'elle seule pouvait percevoir. Isabelle de France, autrefois reine d'Angleterre, la redoutable reine des loups, n'était plus que l'ombre d'elle-même. Ses cheveux, autrefois dorés comme les blés d'été, pendaient gris et hirsutes sur ses épaules voûtées. L'habit de religieuse qu'elle portait contrastait fortement avec les somptueuses robes de soie et d'or qu'elle avait portées tout au long de son règne. La pièce était petite et austère. 2 chaises en bois se faisaient face au centre. Elle en occupait une, l'autre restait vide, mais Isabelle s'adressait fréquemment à cet espace vide, comme si quelqu'un l'écoutait dans le silence. « Me pardonneras-tu » murmura-t-il en français, sa langue maternelle. « Peux-tu me pardonner ce que j'ai fait ?» Les serviteurs avaient appris à ne pas interrompre ces moments. Ils savaient que l'ancienne reine conversait avec les fantômes du passé, avec les morts qui lui rendaient visite dans la solitude de son exil. Le plus fréquent était son mari, Édouard II, celui dont elle avait ordonné la mort près de 30 ans plus tôt. Ses mains portaient les marques du temps et des tourments. Là où elle avait autrefois porté des bagues de rubis et d'émeraudes, il ne restait plus que de profonds sillons dans sa peau ridée. Ses doigts bougeaient sans cesse, comme s'il récitait un chapelet invisible, comptant les péchés qui ne pouvaient être absous. L'isolement l'avait accompagné pendant 28 ans, depuis que son propre fils, Édouard III, avait ordonné son exil politique. Isabelle vivait recluse. Elle n'était pas une prisonnière au sens strict du terme, mais les chaînes du remords la maintenaient attachée à ses 4 murs plus efficacement que n'importe quel cadenas. La nuit, les cris la réveillaient. C'étaient les mêmes qu'elle avait entendu cette terrible nuit au château de Berkeley, lorsque le tube de métal incandescent avait pénétré le corps de son mari. Les échos de cette agonie la hantaient, résonnant dans son esprit comme un écho éternel. C'était nécessaire, se répétait-il, mais les mots sonnaient creux, même à ses propres oreilles. La nourriture arrivait 3 fois par jour, mais elle y touchait à peine. Son corps était devenu fragile, presque transparent. Des os saillaient sous sa peau parcheminée et chaque mouvement la faisait souffrir. C'était comme si son propre corps la punissait pour les crimes de son âme. Les visiteurs étaient rares. De temps à autre, un noble de la cour passait par courtoisie, mais les conversations étaient brèves et tendues. Isabelle ne parlait plus de politique ni de pouvoir. Ses paroles se transformaient en divagations sur le passé, sur ses décisions et les conséquences qui l'avaient conduite là. Dans les coins de la pièce, les ombres semblaient animées d'une vie propre. Isabelle les observait avec un mélange de terreur et de fascination, comme si elle reconnaissait des visages familiers dans ces formes sombres. Elle leur parla, implora leur pardon, les supplia de la laisser tranquille. Le miroir de sa coiffeuse avait été recouvert d'un tissu noir des années auparavant. Elle ne supportait pas de se regarder dans le miroir. Elle ne pouvait affronter ce qu'elle était devenue. Celle qui avait autrefois commandé des armées et renversé des rois craignait désormais sa propre image. Ses nuits étaient interminables. Le sommeil lui échappait, et lorsqu'il arrivait enfin, il s'accompagnait de cauchemars saisissants. Elle revivait sans cesse le moment de l'invasion, la capture d'Edward, la décision qui avait tout changé. Elle se réveilla en hurlant, trempée de sueur froide, avec le goût de la peur dans la bouche. La solitude était absolue. Même en présence des domestiques, Isabelle se sentait complètement seule. Elle avait érigé des murs si hauts autour de son cœur qu'elle ne pouvait plus communiquer avec aucun être humain. Seuls les morts lui tenaient compagnie. Pendant la journée, il passait des heures devant la fenêtre, à contempler le paysage gris du Norfolk. Son regard cherchait quelque chose à l'horizon, peut-être une rédemption qui ne viendrait jamais, peut-être le pardon qu'il avait attendu toute sa vie.
Le pouvoir qu'elle avait autrefois possédé semblait désormais un rêve lointain. Elle avait été reine régente, la femme la plus redoutée d'Angleterre. À présent, elle n'était plus qu'une vieille femme brisée, rongée par la culpabilité et les regrets. Comment était-elle arrivée là? Comment la petite fille effrayée qui avait pleuré à son mariage s'était-elle transformée en reine? Des loups? À quel moment précis avait-elle perdu son âme? Si cette histoire vous intéresse, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et de liker. Dites-nous de quelle ville vous nous regardez. On vous suivra. Nous étions en 1308. Le monde médiéval était fait d'alliances sanglantes et de mariages calculés. La France et l'Angleterre se livraient une guerre froide constante pour le contrôle de la Gascogne, la riche région qui produisait les meilleurs vins d'Europe. Les nobles vivaient dans des châteaux forts, toujours prêts à affronter le prochain conflit, tandis que les paysans mouraient de faim dans les champs, dévastés par des guerres incessantes. Dans ce contexte brutal, les princesses naissaient comme monnaie d'échange. Isabelle de France, fille de Philippe IV, dit le Bel, ne faisait pas exception. À 7 ans, elle était déjà promise à Édouard II d'Angleterre, un homme qui aurait pu être son père. Philippe IV était un roi rusé et calculateur. Il avait bâti la puissance française sur des alliances matrimoniales stratégiques et une diplomatie impitoyable. Pour lui, ses enfants étaient des instruments de l'État, des pièces sur le grand échiquier géopolitique européen. Isabelle fut son atout le plus précieux pour neutraliser la menace anglaise. La cour de France était un labyrinthe d'intrigues où chaque sourire dissimulait un poignard. Les nobles se livraient une lutte acharnée pour la faveur royale, complotant sans cesse les uns contre les autres. Dans cet environnement toxique, Isabelle grandit en observant, apprenant les subtilités du pouvoir et de la survie politique. Édouard II d'Angleterre, en revanche, était tout le contraire de son futur beau-père. Grand, beau et imposant, mais politiquement faible. Son royaume était en proie à des conflits internes, à une noblesse rebelle et à une économie ruinée suite aux guerres coûteuses de son père, Édouard Ier. Ce qui perturbait le plus les barons anglais était l'obsession du roi pour ses favoris masculins. Il y avait d'abord Piers Gaveston, un noble gascon arrivé en Angleterre comme otage et devenu le plus proche confident du roi. Des rumeurs sur la nature exacte de leur relation circulaient dans toute l'Europe. Le mariage entre Élisabeth et Édouard fut négocié comme un traité commercial. La France renonçait temporairement à ses prétentions sur la Gascogne. L'Angleterre recevait une princesse de sang royal qui garantissait la paix. Les conditions furent soigneusement calculées, à l'exception d'un facteur dont personne ne prit en compte: les sentiments de l'enfant qui serait sacrifié. La cérémonie de mariage à Boulogne fut une démonstration de puissance médiévale. Des centaines de nobles des deux royaumes se réunirent pour assister à l'union qui allait sceller l'alliance. Isabelle, vêtue de soie dorée et de bijoux plus lourds que sa petite taille, marcha vers l'autel, telle une poupée vivante. Édouard, à 23 ans, était l'image même de la royauté. Sa présence physique dominait la cathédrale, mais son regard cherchait constamment Gaveston dans la foule. Même dans son propre mariage, le roi d'Angleterre ne pouvait dissimuler la véritable nature de son affection. L'humiliation commença dès le premier jour. Les cadeaux destinés à la nouvelle reine furent remis à Gaveston, qui les exhiba avec une arrogance éhontée. Pendant le festin nuptial, Édouard dansa toute la nuit avec sa favorite, tandis qu'Élisabeth resta seule à la table d'honneur, enfant abandonné à son propre mariage. Le voyage en Angleterre fut le premier exil d'Élisabeth. Séparée de sa famille, de sa langue maternelle et du seul monde qu'elle connaissait, la jeune reine arriva dans un pays hostile où peu de gens se donnèrent la peine de l'accueillir. Les nobles anglais la voyaient comme une étrangère française, une espionne potentielle au service de leur ennemi traditionnel. Les premières années d'Élisabeth en Angleterre furent marquées par un profond isolement.
Techniquement, elle était reine, mais elle n'était encore qu'une enfant dans un pays étranger. Édouard lui rendait rarement visite, préférant passer du temps et consacrer ses ressources à Gaveston. Lorsqu'il le faisait, les conversations étaient formelles, froides et dénuées de toute affection sincère. Gaveston avait transformé la cour d'Angleterre en son royaume personnel. Il accumulait titres, terres et honneurs avec une rapidité qui choquait les nobles traditionnels. Son arrogance était légendaire. Il se moquait ouvertement des barons les plus puissants, inventant des surnoms péjoratifs qui circulaient à la cour. Les barons anglais, initialement bienveillants envers la jeune reine abandonnée, tournèrent bientôt leur hostilité contre le véritable coupable. Gaveston représentait tout ce qu'il haïssait. Un étranger sans lignée qui avait usurpé le pouvoir qu'ils considéraient comme leur revenant de droit. La tension monta au point de devenir insupportable. Les nobles exigèrent l'exil de Gaveston, menaçant de se révolter ouvertement si le roi n'obtempérait pas. Édouard céda temporairement, envoyant son favori en Irlande, mais le ramena dès qu'il le put, défiant ouvertement la noblesse. Isabelle observait ces conflits avec le regard d'une enfant mûrie trop vite. Elle apprit que le pouvoir ne résidait pas nécessairement dans les couronnes, mais dans ceux qui pouvaient inspirer la loyauté, la peur ou les deux. Elle vit comment Édouard, bien que roi, était en réalité faible, manipulé par ses émotions et ses obsessions. La première grande leçon politique d'Élisabeth survint lorsque les barons agissaient enfin. En 1312, Gaveston fut capturé par une coalition menée par Thomas de Lancastre. Sans procès officiel, il fut emmené sur une colline isolée et décapité pour trahison. La réaction d'Édouard fut dévastatrice. Il s'enferma pendant des semaines, refusant nourriture et compagnie, pleurant inconsolablement la disparition de son favori. Isabelle, alors âgée de 12 ans, observait le désespoir de son mari avec un mélange de confusion et de compréhension croissante de sa propre situation précaire. C'était la première grande réussite politique dont Élisabeth avait été témoin, la suppression d'un obstacle par une violence coordonnée. Les barons avaient démontré que même un roi pouvait être défié lorsqu'ils agissaient ensemble. Ce fut une leçon que la jeune reine n'oublierait jamais. La mort de Gaveston aurait dû marquer un nouveau départ pour le mariage royal, mais Édouard était infiniment capable de répéter ses erreurs. Au lieu de se tourner vers sa jeune épouse, désormais en âge d'être une véritable reine, le roi trouva une nouvelle favorite encore plus dangereuse que la précédente. Hugh Despenser le Jeune était tout ce que Gaveston avait été, mais en plus grand. Ambitieux, cruel et dénué de scrupules, il prit rapidement le contrôle d'un Édouard instable. Contrairement aux Gascons exécutés, Despenser avait de profondes racines dans la noblesse anglaise et une connaissance approfondie de la manière d'acquérir le pouvoir royal. En 1314, Isabelle avait 18 ans et consomma enfin son mariage. Sa première fonction de reine reproductrice fut accomplie en donnant naissance au futur Édouard III. Le royaume célébra l'arrivée de l'héritier, mais pour Isabelle, la maternité apporta à la fois joie et une plus grande compréhension de sa vulnérabilité. Édouard avait prouvé qu'il pouvait ignorer sa femme pendant des années, mais il avait désormais besoin d'elle pour assurer la succession dynastique. Les années suivantes apportèrent 3 autres enfants, consolidant apparemment la position d'Élisabeth à la cour. Cependant, chaque grossesse la laissait physiquement affaiblie, tandis que Despenser gagnait en influence sur son mari. La véritable nature d'Édouard se révéla pleinement lors de la désastreuse campagne d'Écosse. Les Écossais, menés par Robert Bruce, menaient une guerre d'indépendance brutale contre la domination anglaise. Édouard décida d'écraser définitivement la rébellion avec la plus grande armée que l'Angleterre ait rassemblée depuis des décennies. La bataille de Bannockburn, en juin 1314, fut l'une des défaites les plus humiliantes de l'histoire militaire anglaise. Édouard avait mené plus de 20 000 hommes contre les 8 000 Écossais de Bruce. Il disposait de tous les atouts: supériorité numérique, meilleur équipement, cavalerie lourde
et archer gallois redoutable. Mais l'arrogance et l'incompétence stratégiques d'Édouard transformèrent une victoire certaine en un désastre complet. Il ignora le terrain marécageux, laissa ses forces se diviser et attaqua prématurément, sans coordination. Les Écossais massacrèrent la fine fleur de la noblesse anglaise dans les champs boueux du Stirlingshire. Édouard s'enfuit du champ de bataille, abandonnant ses hommes, son honneur et toute prétention à un commandement militaire. La défaite n'était pas seulement militaire, mais psychologique. Un roi qui fuit au combat perd plus que des soldats, il perd l'autorité morale de gouverner. Élisabeth reçut la nouvelle du désastre, avec un mélange d'horreur et de froideur. Son mari s'était révélé non seulement un mauvais roi, mais aussi un lâche. La noblesse anglaise, déjà mécontente de son favoritisme envers Despenser, le considérait désormais avec un mépris flagrant. Despenser profita du chaos qui suivit Bannockburn pour consolider son pouvoir. Tandis qu'Édouard sombrait dans la dépression et l'apitoiement sur lui-même, son favori manœuvra pour contrôler les finances royales, les nominations importantes et surtout l'accès au roi. Progressivement, il devint le véritable souverain d'Angleterre. La première trahison royale subie par Élisabeth vint d'une source inattendue, sa propre belle famille. Les Despenser, père et fils, lancèrent une campagne systématique pour l'isoler de toute influence royale. Ils interceptèrent sa correspondance, limitèrent ses déplacements et, plus humiliant encore, commencèrent à confisquer ses biens et ses revenus. En tant que reine, Élisabeth avait droit à des terres, génératrices de revenus pour subvenir aux besoins de sa maison royale. Les Despenser les revendiquèrent sous divers prétextes juridiques, la laissant dépendante de son mari pour ses dépenses courantes. Il s'agissait d'une humiliation calculée, destinée à lui rappeler sa place dans la nouvelle hiérarchie du pouvoir. La situation devint intenable lorsqu'Élisabeth fut privée de ses serviteurs les plus élémentaires. Ses dames d'honneur furent renvoyées, sa garde personnelle réaffectée et ses bijoux confisqués. La reine d'Angleterre en fut réduite à mendier des fonds pour maintenir les apparences les plus élémentaires de sa position. Cette dégradation systématique réveilla quelque chose d'essentiel chez Élisabeth. La jeune fille effrayée arrivée en Angleterre s'était transformée en une femme qui comprenait parfaitement les mécanismes du pouvoir. Elle avait vu les barons éliminer Gaveston. Elle avait vu Despenser usurper l'autorité royale. Il était temps maintenant d'appliquer ces leçons. Le tournant se produisit en 1321 lorsque les barons, excédés par la tyrannie des Despenser, se révoltèrent ouvertement. Cette fois, Élisabeth ne resta pas passive. Elle commença secrètement à envoyer des messages aux chefs rebelles, leur offrant son soutien pour toute tentative visant à limiter le pouvoir des favoris royaux. La guerre civile qui s'ensuivit fut brutale et chaotique. Les Despenser avaient accumulé tant d'ennemis que la quasi-totalité de la noblesse anglaise s'unit contre eux. Édouard, contraint de choisir entre son royaume et ses favoris, les exila temporairement pour apaiser les rebelles. Mais comme toujours, Édouard fut incapable de maintenir une décision politique ferme. En moins d'un an, il ramena les Despenser avec une armée de mercenaires étrangers. La guerre civile reprit avec une férocité renouvelée. Cette fois, les favoris royaux ne se contentèrent pas de la victoire. Ils exécutèrent les chefs rebelles avec une cruauté qui choqua même une époque habituée à la violence. Thomas de Lancastre, l'homme même qui avait ordonné la mort de Gaveston, fut décapité en public. D'autres nobles furent pendus, écartelés ou exilés. Isabelle observait ces exécutions avec une fascination morbide. Elle voyait comment le pouvoir absolu corrompt, comment la vengeance engendre la vengeance, comment la violence s'auto-alimente. Mais elle en tirait aussi des leçons pratiques sur le timing, la constitution de coalition et l'importance d'éliminer complètement les ennemis. Le royaume avait obtenu une paix temporaire, mais une paix de terreur. Les Despenser contrôlaient désormais l'Angleterre d'une main de fer et toute opposition était écrasée sans pitié.
Édouard avait de fait délégué son pouvoir royal à des hommes dépourvus de légitimité dynastique et de soutien populaire. Pour Élisabeth, cette période marqua la fin de toute illusion sur son mariage ou sa position. Elle n'était plus une épouse en quête d'affection, ni une reine en quête de respect. Elle était une prisonnière dorée au sein de sa propre cour, dépouillée de sa dignité, de ses ressources et de son pouvoir d'agir. La transformation était totale. La jeune fille qui avait pleuré à son mariage était devenue une femme qui comprenait que la survie exigeait plus que de la patience. Elle exigeait de la ruse, des alliés et, si nécessaire, la violence. La guerre personnelle entre Isabelle et les Despenser avait commencé, même s'ils l'ignoraient encore. La mort de Gaveston aurait dû marquer un nouveau départ pour le mariage royal, mais Édouard était infiniment capable de répéter ses erreurs. Au lieu de se tourner vers sa jeune épouse, désormais en âge d'être une véritable reine, le roi trouva une nouvelle favorite encore plus dangereuse que la précédente. Hugh Despenser le Jeune était tout ce que Gaveston avait été, mais en plus grand. Ambitieux, cruel et dénué de scrupules, il prit rapidement le contrôle d'un Édouard instable. Contrairement aux Gascons exécutés, Despenser avait de profondes racines dans la noblesse anglaise et une connaissance approfondie de la manière d'acquérir le pouvoir royal. En 1314, Isabelle avait 18 ans et consomma enfin son mariage. Sa première fonction de reine reproductrice fut accomplie en donnant naissance au futur Édouard III. Le royaume célébra l'arrivée de l'héritier, mais pour Isabelle, la maternité apporta à la fois joie et une plus grande compréhension de sa vulnérabilité. Édouard avait prouvé qu'il pouvait ignorer sa femme pendant des années, mais il avait désormais besoin d'elle pour assurer la succession dynastique. Les années suivantes apportèrent 3 autres enfants, consolidant apparemment la position d'Élisabeth à la cour. Cependant, chaque grossesse la laissait physiquement affaiblie, tandis que Despenser gagnait en influence sur son mari. La véritable nature d'Édouard se révéla pleinement lors de la désastreuse campagne d'Écosse. Les Écossais, menés par Robert Bruce, menaient une guerre d'indépendance brutale contre la domination anglaise. Édouard décida d'écraser définitivement la rébellion, avec la plus grande armée que l'Angleterre ait rassemblée depuis des décennies. La bataille de Bannockburn, en juin 1314, fut l'une des défaites les plus humiliantes de l'histoire militaire anglaise. Édouard avait mené plus de 20 000 hommes contre les 8 000 Écossais de Bruce. Il disposait de tous les atouts, supériorité numérique, meilleur équipement, cavalerie lourde et archers gallois redoutables. Mais l'arrogance et l'incompétence stratégique d'Édouard transformèrent une victoire certaine en un désastre complet. Il ignora le terrain marécageux, laissa ses forces se diviser et attaqua prématurément, sans coordination. Les Écossais massacrèrent la fine fleur de la noblesse anglaise dans les champs boueux du Stirlingshire. Édouard s'enfuit du champ de bataille, abandonnant ses hommes, son honneur et toute prétention à un commandement militaire. La défaite n'était pas seulement militaire, mais psychologique. Un roi qui fuit au combat perd plus que des soldats. Il perd l'autorité morale de gouverner. Élisabeth reçut la nouvelle du désastre avec un mélange d'horreur et de froideur. Son mari s'était révélé non seulement un mauvais roi, mais aussi un lâche. La noblesse anglaise, déjà mécontente de son favoritisme envers Despenser, le considérait désormais avec un mépris flagrant. Despenser profita du chaos qui suivit Bannockburn pour consolider son pouvoir. Tandis qu'Édouard sombrait dans la dépression et l'apitoiement sur lui-même, son favori manœuvra pour contrôler les finances royales, les nominations importantes et surtout l'accès au roi. Progressivement, il devint le véritable souverain d'Angleterre. La première trahison royale subie par Élisabeth vint d'une source inattendue, sa propre belle famille. Les Despenser, père et fils, lancèrent une campagne systématique pour l'isoler de toute influence royale. Ils interceptèrent sa correspondance, limitèrent ses déplacements et, plus humiliant encore, commencèrent à confisquer ses biens et ses revenus.
En tant que reine, Élisabeth avait droit à des terres génératrices de revenus pour subvenir aux besoins de sa maison royale. Les Despencer les revendiquèrent sous divers prétextes juridiques, la laissant dépendante de son mari pour ses dépenses courantes. Il s'agissait d'une humiliation calculée destinée à lui rappeler sa place dans la nouvelle hiérarchie du pouvoir. La situation devint intenable lorsqu'Élisabeth fut privée de ses serviteurs les plus élémentaires. Ses dames d'honneur furent renvoyées, sa garde personnelle réaffectée et ses bijoux confisqués. La reine d'Angleterre en fut réduite à mendier des fonds pour maintenir les apparences les plus élémentaires de sa position. Cette dégradation systématique réveilla quelque chose d'essentiel chez Élisabeth. La jeune fille effrayée arrivée en Angleterre s'était transformée en une femme qui comprenait parfaitement les mécanismes du pouvoir. Elle avait vu les barons éliminer Gaveston. Elle avait vu Despencer usurper l'autorité royale. Il était temps maintenant d'appliquer ces leçons. Le tournant se produisit en 1321 lorsque les barons, excédés par la tyrannie des Despencer, se révoltèrent ouvertement. Cette fois, Élisabeth ne resta pas passive. Elle commença secrètement à envoyer des messages aux chefs rebelles, leur offrant son soutien pour toute tentative visant à limiter le pouvoir des favoris royaux. La guerre civile qui s'ensuivit fut brutale et chaotique. Les Despencer avaient accumulé tant d'ennemis que la quasi-totalité de la noblesse anglaise s'unit contre eux. Édouard, contraint de choisir entre son royaume et ses favoris, les exila temporairement pour apaiser les rebelles. Mais comme toujours, Édouard fut incapable de maintenir une décision politique ferme. En moins d'un an, il ramena les Despencer avec une armée de mercenaires étrangers. La guerre civile reprit avec une férocité renouvelée. Cette fois, les favoris royaux ne se contentèrent pas de la victoire. Ils exécutèrent les chefs rebelles avec une cruauté qui choqua même une époque habituée à la violence. Thomas de Lancastre, l'homme même qui avait ordonné la mort de Gaveston, fut décapité en public. D'autres nobles furent pendus, écartelés ou exilés. Isabelle observait ces exécutions avec une fascination morbide. Elle voyait comment le pouvoir absolu corrompt, comment la vengeance engendre la vengeance, comment la violence s'auto-alimente. Mais elle en tirait aussi des leçons pratiques sur le timing, la constitution de coalitions et l'importance d'éliminer complètement les ennemis. Le royaume avait obtenu une paix temporaire, mais une paix de terreur. Les Despencer contrôlaient désormais l'Angleterre d'une main de fer et toute opposition était écrasée sans pitié. Édouard avait de fait délégué son pouvoir royal à des hommes dépourvus de légitimité dynastique et de soutien populaire. Pour Élisabeth, cette période marqua la fin de toute illusion sur son mariage ou sa position. Elle n'était plus une épouse en quête d'affection, ni une reine en quête de respect. Elle était une prisonnière dorée au sein de sa propre cour, dépouillée de sa dignité, de ses ressources et de son pouvoir d'agir. La transformation était totale. La jeune fille qui avait pleuré à son mariage était devenue une femme qui comprenait que la survie exigeait plus que de la patience. Elle exigeait de la ruse, des alliés et, si nécessaire, la violence. La guerre personnelle entre Isabelle et les Despencer avait commencé. Même, et s'il l'ignorait encore, la mort de Gaveston aurait dû marquer un nouveau départ pour le mariage royal. Mais Édouard était infiniment capable de répéter ses erreurs. Au lieu de se tourner vers sa jeune épouse, désormais en âge d'être une véritable reine, le roi trouva une nouvelle favorite encore plus dangereuse que la précédente. Hugh Despencer. Le jeune était tout ce que Gaveston avait été, mais en plus grand. Ambitieux, cruel et dénué de scrupules, il prit rapidement le contrôle d'un Édouard instable. Contrairement aux Gascons exécutés, Despencer avait de profondes racines dans la noblesse anglaise et une connaissance approfondie de la manière d'acquérir le pouvoir royal. En 1314, Isabelle avait 18 ans et consomma enfin son mariage. Sa première fonction de reine reproductrice fut accomplie en donnant naissance au futur Édouard III. Le royaume célébra l'arrivée de l'héritier,
Mais pour Isabelle, la maternité apporta à la fois joie et une plus grande compréhension de sa vulnérabilité. Édouard avait prouvé qu'il pouvait ignorer sa femme pendant des années, mais il avait désormais besoin d'elle pour assurer la succession dynastique. Les années suivantes apportèrent 3 autres enfants, consolidant apparemment la position d'Élisabeth à la cour. Cependant, chaque grossesse la laissait physiquement affaiblie, tandis que Despenser gagnait en influence sur son mari. La véritable nature d'Édouard se révéla pleinement lors de la désastreuse campagne d'Écosse. Les Écossais, menés par Robert Bruce, menaient une guerre d'indépendance brutale contre la domination anglaise. Édouard décida d'écraser définitivement la rébellion avec la plus grande armée que l'Angleterre ait rassemblée depuis des décennies. La bataille de Bannockburn, en juin 1314, fut l'une des défaites les plus humiliantes de l'histoire militaire anglaise. Édouard avait mené plus de 20 000 hommes contre les 8 000 Écossais de Bruce. Il disposait de tous les atouts, supériorité numérique, meilleur équipement, cavalerie lourde et archers gallois redoutables. Mais l'arrogance et l'incompétence stratégique d'Édouard transformèrent une victoire certaine en un désastre complet. Il ignora le terrain marécageux, laissa ses forces se diviser et attaqua prématurément, sans coordination. Les Écossais massacrèrent la fine fleur de la noblesse anglaise dans les champs boueux du Stirlingshire. Édouard s'enfuit du champ de bataille, abandonnant ses hommes, son honneur et toute prétention à un commandement militaire. La défaite n'était pas seulement militaire, mais psychologique. Un roi qui fuit au combat perd plus que des soldats. Il perd l'autorité morale de gouverner. Élisabeth reçut la nouvelle du désastre avec un mélange d'horreur et de froideur. Son mari s'était révélé non seulement un mauvais roi, mais aussi un lâche. La noblesse anglaise, déjà mécontente de son favoritisme envers Despenser, le considérait désormais avec un mépris flagrant. Despenser profita du chaos qui suivit Bannockburn pour consolider son pouvoir. Tandis qu'Édouard sombrait dans la dépression et l'apitoiement sur lui-même, son favori manœuvra pour contrôler les finances royales, les nominations importantes et surtout l'accès au roi. Progressivement, il devint le véritable souverain d'Angleterre. La première trahison royale subie par Élisabeth vint d'une source inattendue, sa propre belle famille. Les Despenser, père et fils, lancèrent une campagne systématique pour l'isoler de toute influence royale. Ils interceptèrent sa correspondance, limitèrent ses déplacements et, plus humiliant encore, commencèrent à confisquer ses biens et ses revenus. En tant que reine, Élisabeth avait droit à des terres, génératrices de revenus, pour subvenir aux besoins de sa maison royale. Les Despenser les revendiquèrent sous divers prétextes juridiques, la laissant dépendante de son mari pour ses dépenses courantes. Il s'agissait d'une humiliation calculée destinée à lui rappeler sa place dans la nouvelle hiérarchie du pouvoir. La situation devint intenable lorsqu'Élisabeth fut privée de ses serviteurs les plus élémentaires. Ses dames d'honneur furent renvoyées, sa garde personnelle réaffectée et ses bijoux confisqués. La reine d'Angleterre en fut réduite à mendier des fonds pour maintenir les apparences les plus élémentaires de sa position. Cette dégradation et systématique réveilla quelque chose d'essentiel chez Élisabeth. La jeune fille, effrayée arrivée en Angleterre, s'était transformée en une femme qui comprenait parfaitement les mécanismes du pouvoir. Elle avait vu les barons éliminer Gaveston. Elle avait vu Despenser usurper l'autorité royale. Il était temps maintenant d'appliquer ces leçons. Le tournant se produisit en 1321, lorsque les barons, excédés par la tyrannie des Despenser, se révoltèrent ouvertement. Cette fois, Élisabeth ne resta pas passive. Elle commença secrètement à envoyer des messages aux chefs rebelles, leur offrant son soutien pour toute tentative visant à limiter le pouvoir des favoris royaux. La guerre civile qui s'ensuivit fut brutale et chaotique. Les Despenser avaient accumulé tant d'ennemis que la quasi-totalité de la noblesse anglaise s'unit contre eux. Édouard,
Contraint de choisir entre son royaume et ses favoris, les exila temporairement pour apaiser les rebelles. Mais comme toujours, Édouard fut incapable de maintenir une décision politique ferme. En moins d'1 an, il ramena les Despencer avec une armée de mercenaires étrangers. La guerre civile reprit avec une férocité renouvelée. Cette fois, les favoris royaux ne se contentèrent pas de la victoire. Ils exécutèrent les chefs rebelles avec une cruauté qui choqua même une époque habituée à la violence. Thomas de Lancastre, l'homme même qui avait ordonné la mort de Gaveston, fut décapité en public. D'autres nobles furent pendus, écartelés ou exilés. Isabelle observait ces exécutions avec une fascination morbide. Elle voyait comment le pouvoir absolu corrompt, comment la vengeance engendre la vengeance, comment la violence s'auto-alimente. Mais elle en tirait aussi des leçons pratiques sur le timing, la constitution de coalition et l'importance d'éliminer complètement les ennemis. Le royaume avait obtenu une paix temporaire, mais une paix de terreur. Les Despencer contrôlaient désormais l'Angleterre d'une main de fer, et toute opposition était écrasée sans pitié. Édouard avait de fait délégué son pouvoir royal à des hommes dépourvus de légitimité dynastique et de soutien populaire. Pour Élisabeth, cette période marqua la fin de toute illusion sur son mariage ou sa position. Elle n'était plus une épouse en quête d'affection, ni une reine en quête de respect. Elle était une prisonnière dorée au sein de sa propre cour, dépouillée de sa dignité, de ses ressources et de son pouvoir d'agir. La transformation était totale. La jeune fille qui avait pleuré à son mariage était devenue une femme qui comprenait que la survie exigeait plus que de la patience. Elle exigeait de la ruse, des alliés et, si nécessaire, la violence. La guerre personnelle entre Isabelle et les Despencer avait commencé, même s'ils l'ignoraient encore. Le 24 septembre 1326, Isabelle de France posa le pied sur le sol anglais, non pas en reine soumise rentrant chez elle, mais en conquérante étrangère à la tête d'une armée d'invasion. Son débarquement à Orwell, dans le Suffolk, ne fut pas accueilli par la résistance, mais par la célébration. Les paysans bordèrent les routes pour acclamer la bonne reine venue les libérer de la tyrannie des Despencer. La rapidité avec laquelle le régime d'Édouard s'effondra fut extraordinaire. Ville après ville, elle ouvrit ses portes sans résistance. Des nobles, restés neutres pendant des années, découvrirent soudain une loyauté envers Élisabeth qu'ils n'avaient jamais exprimée publiquement. En une semaine, la reine rebelle contrôlait la moitié orientale de l'Angleterre. Édouard et les Despencer avaient fui vers l'ouest, cherchant refuge dans leur forteresse galloise. Mais même là, le soutien s'affaiblissait rapidement. Les soldats désertèrent en masse, emportant avec eux équipements et chevaux. Les commandants locaux déclarèrent leur allégeance à Élisabeth en envoyant les clés de leur château en signe de reddition. À Londres, la situation était chaotique. Sans roi pour maintenir l'ordre, les citoyens se soulevèrent spontanément contre tout symbole du régime méprisé. Les demeures des alliés du Despencer furent pillées et incendiées. Les registres fiscaux furent détruits publiquement, tandis que la foule célébrait la destruction d'un système qui les opprimait depuis des années. L'évêque d'Exeter, Walter Stapledon, l'un des principaux partisans des Despencer, fut sauvagement assassiné par une foule londonienne qui le surprit alors qu'il tentait de fuir la ville. Sa tête fut tranchée et exposée sur une pique en guise d'avertissement aux autres partisans du régime déchu. La violence populaire avait commencé et personne ne pouvait la contrôler. Élisabeth arriva à Londres en libératrice triomphante. Les cloches de chaque église sonnèrent pendant des heures, tandis que la foule envahissait les rues en criant son nom. Le contraste avec sa première arrivée, alors qu'elle était encore enfant, 18 ans plus tôt, n'aurait pu être plus saisissant. Elle contrôlait désormais le destin du royaume. La priorité absolue était la capture d'Édouard et des Despencer. Mortimer organisa une poursuite systématique, envoyant des patrouilles de cavalerie à travers le pays de Galles.
Il promit d'importantes récompenses pour toute information sur le sort des fugitifs et la population locale qui avait subi des années de pillage par les favoris royaux coopéra avec enthousiasme. Hugues Despenser, l'ancien fut capturé le premier, retrouvé caché dans une église de Bristol. Le vieil homme, qui avait amassé d'immenses richesses en pillant le royaume, fut traîné enchaîné devant Élisabeth. La reine, qui avait autrefois mendié pour subvenir à ses besoins, décidait désormais du sort de celui qui l'avait systématiquement appauvri. Le procès de Despenser l'Ancien fut une farce judiciaire destinée à justifier une exécution anticipée. Il fut accusé de trahison, d'usurpation du pouvoir royal et de corruption de la justice. Les preuves étaient accablantes, car les crimes avaient été commis ouvertement pendant des années. La sentence fut la mort par pendaison et écartelage. Édouard et Hugues Despenser le Jeune furent finalement retrouvés cachés au monastère de Neath, dans le sud du pays de Galles. Ils avaient tenté de fuir par la mer, mais des vents contraires les avaient contraints à regagner la côte. Leur capture marqua la fin de toute résistance organisée au régime d'Élisabeth. Le transport d'Édouard comme prisonnier était délibérément humiliant. L'ancien roi d'Angleterre fut conduit à travers les villes qu'il avait gouvernées, mais cette fois captif, exposé devant des foules hostiles. Sa couronne avait été remplacée par des chaînes et sa suite royale par des gardes ennemis. Hugues Despenser le Jeune, l'homme qui avait exercé le véritable pouvoir derrière le trône, fut traité avec la plus grande brutalité. Élisabeth avait attendu des années pour se venger du favori qui avait détruit son mariage, confisqué ses biens et humilié sa dignité. Sa vengeance serait proportionnellement terrible. Le procès public de Despenser à Hereford fut un spectacle à la fois divertissant et terrifiant. Accusé de trahison, de sodomie, d'hérésie et de corruption, il fut condamné à la mort la plus horrible que la justice médiévale puisse imaginer. La sentence précisait qu'il serait traîné par des chevaux, pendu jusqu'à ce qu'il soit presque mort, castré de son vivant, éventré et enfin décapité. L'exécution eut lieu devant une foule de milliers de personnes venues de toute l'Angleterre pour assister à la chute du tyran. Despenser fut d'abord traîné, attaché à des chevaux, dans les rues de la ville. La foule le lapida et crachait sur lui, tandis que son corps était lacéré contre les pavés. Il fut ensuite pendu à une potence si haute que toute la foule pouvait le voir clairement. Lorsqu'il commença à suffoquer, il fut descendu, encore conscient, et attaché à une échelle en bois. S'ensuivit une démonstration méthodique de cruauté médiévale qui choqua même les observateurs habitués à la violence. Ses parties génitales furent sectionnées et brûlées sous ses yeux alors qu'il restait conscient. Ses entrailles furent lentement arrachées et jetées au feu. Ce n'est que lorsqu'il fut pratiquement mort de sang et de choc qu'il fut finalement décapité. Sa tête fut envoyée à Londres pour être exposée sur le London Bridge, en guise d'avertissement éternel. Isabelle observait ce carnage avec une satisfaction glaciale. La jeune fille effrayée, venue en Angleterre comme victime, exerçait désormais un pouvoir de vie et de mort sur ceux qui l'avaient tourmentée. Sa transformation d'agneau en loup était achevée. Les Despenser éliminés, il ne restait plus qu'à décider du sort d'Édouard. Le roi déchu fut d'abord traité avec une relative courtoisie, confiné au château de Kenilworth, sous la garde de nobles fidèles à Élisabeth. Mais sa simple existence représentait un problème politique insoluble. Tant qu'Édouard vivrait, il constituerait un point de ralliement naturel pour toute rébellion contre le nouveau régime. Des rumeurs de complot visant à le libérer et à le rétablir sur le trône avaient déjà fait surface. Isabelle et Mortimer comprirent qu'il n'y aurait pas de paix véritable tant que le problème de l'ancien roi ne serait pas définitivement résolu. La pression pour destituer Édouard s'intensifia lorsque plusieurs complots visant à le sauver furent découverts.
La noblesse qui avait soutenu l'invasion d'Élisabeth commença à s'inquiéter du maintien en vie d'un roi légitime mais déchu. La solution logique était évidente, même si personne ne voulait l'exprimer ouvertement. En janvier 1327, le Parlement fut convoqué pour officialiser l'abdication d'Édouard en faveur de son fils, le jeune Édouard III. La cérémonie fut soigneusement orchestrée pour donner une apparence de légalité à ce qui était en réalité un coup d'État. Édouard, brisé par des mois de captivité, renonça officiellement à la couronne. Mais même après son abdication, Édouard demeurait dangereux. Un ancien roi encore en vie représentait une menace constante pour la stabilité du nouveau régime. Les tentatives de sauvetage se poursuivirent, forçant la décision de le transférer au château de Berkeley, plus sûr et sinistre, où les possibilités pour les visiteurs ou les conspirateurs seraient sévèrement limitées. C'est là, dans les cachots humides de Berkeley, que s'écrira le chapitre final et le plus sombre de la vengeance d'Isabelle. Aux premières heures du 21 septembre 1327, les cris qui résonnèrent du château de Berkeley furent si terribles qu'ils réveillèrent toute la population locale. Les villageois, habitués aux bruits habituels d'une forteresse médiévale, n'avaient jamais rien entendu de tel. C'était le cri d'un homme mourant dans une agonie indescriptible, le dernier cri d'Édouard II d'Angleterre. Les circonstances exactes de sa mort demeurent délibérément entourées de mystères, mais la version la plus largement acceptée évoque une cruauté qui dépassait même les normes de brutalité de l'époque. Les assassins, agissant sur ordre de Mortimer et avec la connaissance tacite d'Élisabeth, insérèrent un tube métallique chauffé à blanc dans l'anus de l'ancien roi. Cette méthode barbare causa des lésions internes mortelles sans laisser de traces visibles. Le choix de la méthode n'était pas accidentel. Il s'agissait à la fois d'une exécution et d'un message symbolique. Édouard avait été accusé de sodomie avec ses favoris masculins, et sa mort visait à refléter ironiquement ses prétendus péchés sexuels. C'était une vengeance autant psychologique que physique. Les cris d'Édouard résonnèrent des heures durant dans la nuit galloise, ultime témoignage de sa chute, de la gloire royale à l'humiliation la plus totale. L'homme qui avait préféré ses favoris à sa propre épouse, qui avait mené l'Angleterre à la défaite à Bannockburn, qui avait permis à des étrangers d'usurper son autorité royale, mourut victime d'une vengeance orchestrée par la même jeune fille effrayée qu'il avait méprisée pendant tant d'années. Après la mort d'Édouard, Isabelle et Mortimer régnèrent de facto sur l'Angleterre, régent au nom du jeune Édouard III. Les amants ne cherchèrent pas à cacher leurs relations, vivant ensemble au grand jour, dans un luxe qui choqua même une cour habituée aux excès royaux. Mortimer adopta le titre inédit de comte de March, se plaçant ainsi au-dessus de tous les autres nobles du royaume. Il amassa les terres confisquées aux victimes de son coup d'État, bâtit une immense fortune personnelle et se comporta davantage comme un roi que comme un régent. Son arrogance rivalisait avec celle des Despencer qu'il avait remplacés. Les mêmes barons qui avaient soutenu avec enthousiasme Élisabeth contre Édouard se retrouvèrent alors sous la coupe d'un régime encore plus tyrannique. Mortimer était plus intelligent que les Despencer, mais tout aussi rapace. Les confiscations continuèrent, les impôts augmentèrent et toute opposition fut impitoyablement écrasée. Pendant 3 ans, le couple conserva un contrôle absolu sur le royaume. Élisabeth avait enfin obtenu le pouvoir qui lui avait été refusé pendant son mariage, mais elle découvrit que la victoire avait un goût amer. Le pouvoir absolu corrompt absolument, et la reine qui avait combattu la tyrannie était devenue elle-même tyran. Cependant, Isabelle avait commis la même erreur fatale que son défunt mari, sous-estimer la génération suivante. Édouard, lui, désormais adolescent, observait le comportement de sa mère et de sa maîtresse avec un ressentiment grandissant. Le jeune roi n'avait pas oublié que son père, malgré ses défauts, avait été humilié,
déposé et assassiné sur ordre de sa propre épouse. En octobre 1330, Édouard mena un coup d'État brillamment planifié. Utilisant un passage secret du château de Nottingham, lui et ses alliés envahirent les appartements de Mortimer en pleine nuit. La résistance fut minime. Même les gardes fidèles de Mortimer reconnurent l'autorité supérieure du roi légitime. Isabelle, retrouvée en chemise de nuit aux côtés de son amant capturé, implora désespérément la grâce de Mortimer. « Beau-fils, aie pitié du gentil Mortimer » cria-t-elle, mais ses supplications furent ignorées. L'homme qui avait dirigé l'Angleterre, et pendant 3 ans fut arrêté comme un vulgaire traître. Le procès de Mortimer fut aussi sommaire que ceux qu'il avait organisés. Accusé d'usurpation du pouvoir royal, de meurtre du précédent roi et de tyrannie sur le royaume, il fut condamné à mort par pendaison. Son exécution à Tyburn fut volontairement modeste, sans les tortures élaborées qui avaient caractérisé les exécutions des Despenser. Édouard III fit preuve d'une remarquable sagesse politique en épargnant à sa mère un sort similaire. Isabelle ne fut ni jugée publiquement ni exécutée. Il comprit que tuer sa propre mère, aussi coupable fût-elle, serait politiquement désastreux et moralement répugnant pour ses sujets. Au lieu de cela, Élisabeth fut écartée de la cour et dépouillée de tout pouvoir politique. Ses vastes domaines furent confisqués, mais une généreuse pension lui fut maintenue pour son soutien. La reine des loups fut réduite au rang de pensionnaire royal, vivant en retraite forcée à Castle Rising dans le Norfolk. Les 28 dernières années de la vie d'Élisabeth se passèrent dans une solitude quasi monastique. Certains témoignages suggèrent que son esprit finit par défaillir, tourmenté par des visions de son mari défunt et des cauchemars sur sa complicité dans les horreurs qu'il avait orchestrées. D'autres suggèrent qu'elle trouva une paix tardive en se consacrant à des œuvres caritatives et à la dévotion religieuse. Des rumeurs sur son état mental circulèrent pendant des décennies. Les domestiques racontèrent des conversations animées avec des personnes invisibles, des cris nocturnes en français appelant son père ou son fils, et la fâcheuse habitude de garder 2 chaises face à face dans ses appartements. Une pour elle, l'autre pour le fantôme d'Édouard. Dans ces dernières années, Isabelle demanda à être enterrée non pas dans les atours royaux qui avaient marqué sa vie de reine, mais dans un simple habit de religieuse franciscaine. Cette requête semblait une reconnaissance définitive des conséquences de ses choix, une quête tardive de rédemption spirituelle. À sa mort en août 1358, à l'âge de 67 ans, Isabelle fut enterrée selon ses vœux, mais avec un ajout extraordinaire, le cœur d'Édouard II dans un médaillon sur sa poitrine. C'était un ultime geste de remords ou de réconciliation symbolique avec l'homme dont elle avait ordonné la mort 3 décennies plus tôt. L'histoire d'Isabelle de France transcende les limites d'une simple biographie médiévale pour devenir une parabole sur le pouvoir, la vengeance et la corruption. Une jeune mariée sacrifiée sur l'autel des alliances diplomatiques, une reine négligée et humiliée, une mère déterminée à protéger ses enfants, un amant passionné en quête de vengeance, une régente tyrannique et enfin une recluse, repentie. Sa transformation de victime en vengeresse reflète les réalités brutales du pouvoir médiéval et les conséquences dévastatrices d'une ambition débridée. Plus profondément, elle révèle la terrible vulnérabilité des femmes, même aux plus hautes fonctions de la société féodale. L'ironie ultime de la vie d'Isabelle réside dans le fait que le système qui l'a persécutée a également créé les conditions de sa vengeance. Ces mêmes structures patriarcales qui l'ont réduite à un simple argument politique lui ont également fourni les outils nécessaires pour détruire ceux qui l'avaient opprimée. Aujourd'hui, à Castle Rising, les visiteurs font état de sensations troublantes dans les appartements où vécut Élisabeth. Une présence semble observée depuis l'ombre, une silhouette féminine apparaissant sur les remparts pendant les tempêtes, contemplant Londres comme si elle contemplait encore le pouvoir qu'elle possédait autrefois et qu'elle avait perdu.
La leçon la plus troublante de sa vie demeure vraie. Les monstres que nous craignons le plus sont souvent créés par nos propres mains. Isabelle n'est pas née monstre, elle a été façonnée par les cruautés de son époque. Et c'est peut-être là son héritage le plus durable. L'avertissement que la victime d'aujourd'hui peut devenir le bourreau de demain. Fin de l'histoire. Et vous, nobles spectateurs, qui avez parcouru avec nous les sombres couloirs de l'histoire, que retenez-vous de ce voyage? Si ce récit vous a touché, abonnez-vous à la chaîne, aimez-la et partagez-la avec ceux qui aiment l'histoire vivante et intense. Et ne manquez pas le prochain épisode, nous parlerons de Rodrigo Borgia, l'ascension et la chute du pape le plus controversé de l'histoire. À bientôt!